Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de votre édition de 20h. Le vice-président ivoirien sur la route des esclaves à Kanganyanze à Tia-Salé, Daniel Kablan-Duncan et l'ancien président béninois Nicéphore Soglo et plusieurs personnalités du monde culturel ont inauguré la stèle érigée en la mémoire des esclaves. 232 milliards de francs CFA seront débloqués pour le paiement de la dette intérieure. L'annonce est faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de l'échange avec le patronat ivoirien. Il a par ailleurs indiqué les actions concrètes du gouvernement en direction du privé. Et qu'en est-il de l'application de la mesure prise par le gouvernement depuis 2013 pour interdire l'utilisation et la production des sachets plastiques? Quelle est la réalité sur le terrain? Des usines reconverties fabriquent des sacs biodégradables. Des affrontements ont éclaté dans les locaux de l'Assemblée nationale au Venezuela. Partisans du gouvernement et députés d'opposition se sont affrontés. La bagarre générale a fait 3 blessés parmi les députés opposés au président Nicolás Maduro. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les peuples de Côte d'Ivoire ont connu la traite négrière. Ce vendredi, donc, le vice-président ivoirien s'est rendu sur la route des esclaves à Kanganyanze, c'est dans le département de Tia-Salé. Daniel Kablan-Duncan avait à ses côtés l'ancien chef de l'État béninois, Nicéphore Soglo, et plusieurs personnalités du monde culturel. Ils ont inauguré la stèle érigée en la mémoire des esclaves. Le reportage de Serge Colia. La traite négrière, 400 ans de douleur et de déportation gravés dans la mémoire de l'humanité. Une sombre page de l'histoire qui a meublé pendant des siècles le quotidien des populations de Kanganyanze, village du département de Tia-Salé en Côte d'Ivoire. Le village est considéré comme la dernière escale avant l'ultime voyage vers l'Amérique. C'est ici que les esclaves prenaient le dernier bain purificatoire. Le lancement du projet Route de l'esclave en Côte d'Ivoire, en ce lieu, constitue un symbole. C'est tout simplement un devoir de mémoire pour le président Nicéphore Soglo, un des initiateurs du projet Route de l'esclave en Afrique. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pour sa part traduit toute la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à assumer pleinement ce statut de territoire ayant servi de cadre au commerce triangulaire. En décidant de lancer à Kanganyanze le projet La route de l'esclave, l'État de Côte d'Ivoire n'a point voulu être nostalgique d'un passé triste, douloureux et déshumanisant, et laisser pour la postérité les affres et les carcans qui nous plongeraient dans l'amertume et même la révolte. Non, il s'agit au contraire pour l'État de Côte d'Ivoire de contribuer à la culture de la paix en favorisant la réflexion sur le pluralisme culturel, le dialogue interculturel et la construction de nouvelles identités et citoyenneté. Les personnalités ont ensuite dévoilé la stèle de la route de l'esclave. C'est notre histoire. Et notre histoire a des moments de tragique. Et c'est le cas de l'esclavage. 100 millions d'Africains sont partis des côtes, des terres africaines, pendant 4 à 5 siècles. L'Afrique aurait pu disparaître. Et ces moments sont des moments importants pour que nous puissions avoir le sens de la douleur et ne pas chercher à perpétuer la douleur. Ailleurs, on a érigé des portes du départ et du non-retour, mais ici, nous érigeons une stèle, mais aussi, bientôt, une porte du retour. Nous voulons ainsi permettre à nos frères et sœurs partis de revenir. Invité spécial, Liliane Thuram, afro-antillais et une dizaine de descendants d'esclaves ont reçu le pardon des villageois de Kanganyanze. Pardon à ses frères qui ont été vendus à l'homme blanc avec la complicité des siens. Kanganyanze, à travers sa stèle, marque le point de départ du processus de reconstitution des sites et objets qui témoignent de ce passé douloureux. Voilà, la route des esclaves à Kanganyanze, un lieu historique, un lieu de mémoire, une route qui rappelle bien que la traite négrière a existé en Côte d'Ivoire. Notre reporter Serge Colia a recueilli quelques réactions après la cérémonie d'inauguration de la stèle érigée en la mémoire des esclaves. Nous les écoutons. Il faut essayer de décortiquer pour comprendre que lorsqu'on parle de peuple qui a mis d'autres en esclavage, c'est avant tout une minorité de gens qui étaient attirés par l'aspect financier.
Et ce sont avant tout ces personnes-là qui ont construit un discours négatif sur certaines personnes. Et l'histoire de l'esclavage, pour moi, est fondamentale à comprendre lorsque vous êtes en Afrique, parce que l'histoire de l'esclavage a mis en place des schémas de domination, a structuré des façons de penser le monde, a structuré aussi les relations selon la couleur de la peau. Et effectivement, depuis lors, les personnes de couleur blanche, par exemple, sont éduquées à se penser supérieures. Mais il faut dire aussi que l'inverse est vrai. Très souvent, les personnes de couleur noire se pensent inférieures. Cette cérémonie est symbolique à plus d'un titre. Parce qu'on ne déporte pas innocemment 100 millions de personnes pendant 4 siècles et que sa mémoire se perde. Ce n'est pas possible. Au fond, ce qui nous a permis d'aller de l'avant, c'est de voir à quel point les Juifs rescapés des camps de la mort parlent sans arrêt de cela. Et nous, comme disait Nelson Mandela, la première chose que nous devons avoir quand on vient au pouvoir, c'est d'abord notre mémoire. Le tourisme se doit d'instituer cette mémoire et faire en sorte qu'il y ait des éléments de structuration qui se mettent en place pour valoriser cet important pan de notre histoire. Mais en valorisant ceci, c'est permettre à ce que l'économie touristique puisse trouver tout son sens. Avec tous les écrits qu'on a pu lire, nous savons qu'une grande partie des Antillais, surtout les Guadeloupéens, viennent du Cap Laou. Cap Laou, c'est à Grand Laou. Le vice-président a dit quelque chose de très important, parce que ça nous faisait beaucoup de peine, qu'on pensait que l'Africain ne reconnaissait pas qu'on était ce qui se passait. Il dit effectivement, nous avons été victimes et eux aussi, ils ont été complices. Maintenant, ça nous rassure un peu. Sur place ici à Abidjan, le chef du gouvernement ivoirien a échangé avec le patronat ivoirien. Au menu du petit déjeuner de la CGC, le privé et le devenir socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné la vision et indiqué les actions concrètes du gouvernement en direction du privé. Il a surtout annoncé le paiement de la dette intérieure à hauteur de 232 milliards de francs CFA. On voit cela avec notre reporter Noël Gnagno. Maison des entreprises de Côte d'Ivoire d'Abidjan Plateau. Les privés ivoiriens regroupés au sein de la CGEC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, veulent être situés sur leur place dans la politique du gouvernement ivoirien, même si des chiffres du plan national de développement le démontrent, et localement. Le programme national de développement 2016-2020 consacre une place de choix au secteur privé. 60% des investissements prévus sur cette période sont ainsi attendus du secteur privé. Une proportion confortable certes, mais les privés veulent en savoir davantage. Ils ont choisi l'interlocuteur approprié, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Premier exercice du locataire de la primature, l'état de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire, notre pays, présente l'une des économies les plus dynamiques en Afrique et au monde. Le taux de croissance du PIB s'établit à environ 9%, donc, en moyenne annuelle, sur la période 2012-2016. Au titre de l'année 2007, cette performance économique s'est caractérisée par un taux de croissance de 8,8%, un taux d'inflation donc quasi nul et une balance commerciale donc excédentaire. Sans faux fuyant, avec quelquefois le ton qui sied, Amadou Gon Coulibaly a donné les réponses à toutes les problématiques abordées. Morceau choisi. On ne voit que les dirigeants. Mais le problème, c'est qu'il faut aller à la racine et remettre un certain nombre de valeurs morales dans notre société. Et le projet du gouvernement, le projet du président de la République qui parle de l'Ivoirien nouveau, c'est ça le sens de cet Ivoirien nouveau. Depuis 2013-2014, les délais de passation moyens des marchés publics étaient quasiment supérieurs à 1 an. Quand on prenait aujourd'hui, ces délais ont été ramenés à autour de 130 jours par là, mais ce que le décret a fixé comme délai, c'est 88 jours. Je pense que toutes ces procédures devraient nous permettre de nous rapprocher de 88 jours en termes de passation des marchés. Pour le début de l'année prochaine, on devrait donc une cour d'appel du tribunal de commerce qui sera fonctionnelle. Outre ces réponses, une annonce capitale a été faite portant sur le règlement de la dette intérieure. Alors, en tout cas, pour ce qui est
de la dette, que ce soit celle de l'État central, la dette des établissements publics nationaux, la dette des collectivités territoriales et un certain nombre d'entreprises publiques pour lesquelles il y a des subventions de l'État. Cette dette-là, la décision a été prise donc, de les payer maintenant et le président de la République a validé un paiement de 232 milliards au niveau de la dette intérieure. De cette rencontre riche d'enseignements, les privés sont ressortis non seulement satisfaits des réponses apportées à leurs préoccupations, mais aussi convaincus de l'implication qui doit être la leur sur la route de l'émergence. La preuve de leur capacité à être conquérants, la mission en Guinée-Conakry. La CGECI, c'est 80% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire et 15 000 adhérents, issus de tous les secteurs d'activité. Un moteur pour l'émergence que le Premier ministre entend exploiter en toute connaissance de cause. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ne s'est pas arrêté là. Il a aussi échangé avec le directeur général du commerce international et de l'investissement de l'Espagne. Ils ont passé en revue la coopération entre leurs deux pays, la Côte d'Ivoire et l'Espagne. On en sait plus avec Gabriel Zani. Ils ont revisité la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne, accompagnés de l'ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire. José Luis Kaiser Morairas, le directeur général du commerce international et de l'investissement de l'Espagne, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont défini les secteurs prioritaires d'investissement. On veut être utile pour la croissance et le développement de l'économie. On considère la Côte d'Ivoire une économie prioritaire par sa stabilité macroéconomique, par les perspectives de croissance à l'avenir. Et donc on veut être utile pour la croissance soutenable à l'avenir de l'économie ivoirienne. Donc on a parlé des différents secteurs, des différentes priorités et quelles possibilités de financement pour la politique commerciale espagnole pour collaborer et renforcer la relation avec les entreprises ivoiriennes. L'économie de la Côte d'Ivoire est forte car elle est stable. Selon José Luis Kaiser Morairas, c'est toute chose qui réconforte l'Espagne et pourrait faciliter l'investissement du pays. Une rencontre sur le pilotage de l'émergence en Côte d'Ivoire vient de se tenir dans la commune du Plateau. C'est une initiative du gouvernement en collaboration avec l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Cette réunion, présidée par le directeur du cabinet du vice-président ivoirien, s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des réformes 2016-2020, comme nous l'explique Jérôme Kofi-Abolé. La Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020, conformément aux vœux du président de la République, Alassane Ouattara. Les autorités ivoiriennes qui en ont conscience ne cessent de multiplier les actions pour y parvenir. L'atelier de travail sur le pilotage de l'émergence en Côte d'Ivoire ce jeudi en est une illustration. Atelier organisé avec la collaboration de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Nous sommes ici pour travailler ensemble et pour apprendre ensemble. La méthodologie pour cet atelier d'aujourd'hui s'appelle l'apprentissage gouvernemental. L'apprentissage par les pairs, c'est vraiment la méthode de travail au cœur de l'OCDE. Et il s'agit vraiment de créer un espace pour pouvoir apprendre de l'expérience d'autres pays qui sont pertinents. Travaux présidés par le directeur de cabinet de la vice-présidence, Théophile Awandoli, représentant le vice-président Daniel Kablan-Duncan. À ce titre, il a rappelé les grands axes prioritaires sur lesquels le gouvernement entend mettre l'accent pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre son objectif. L'atelier a pour objet d'échanger sur les meilleures pratiques à l'international en matière de pilotage de l'émergence, de mise en œuvre de programmes de réforme et de discuter les leçons à tirer pour le suivi de ces programmes. À cet égard, le gouvernement a structuré son programme autour de 5 grands axes prioritaires, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la gouvernance. Le deuxième axe, c'est la transformation structurelle pour faire de notre économie une économie pérenne, sûre, durable. Troisième point, l'amélioration des conditions de vie des populations. En quatrième point, la promotion de la jeunesse et de la femme.
Et puis enfin, un élément important, un Ivoirien nouveau. L'objectif est bien sûr d'avoir une croissance forte, durable, inclusive et portée par le secteur privé, un secteur privé dynamique. La Côte d'Ivoire est un pays à économie libérale. Pour le ministre Théophile Awandoli, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de s'inspirer de l'expérience des experts venus de la Colombie et de la Malaisie, ainsi que de ceux de l'OCDE. Il est bon de le noter, la participation de l'Organisation de coopération et de développement économique à cet atelier s'inscrit dans le cadre de ses missions qu'elle mène tous les 6 mois en Côte d'Ivoire. L'amicale des payeurs de Côte d'Ivoire à l'étranger s'est retrouvée à Grand Bassam pour mener des réflexions sur leur contribution à la construction d'un trésor plus performant. Ils ont donc planché sur les impératifs de bonne gouvernance et ont fait l'état des lieux de leur gestion à l'étranger. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, a pris part à la rencontre. Le reportage de Chantal et Ouma Kandan dans nos prochaines éditions. Nous partons maintenant pour le Maroc qui abrite la 55e session du conseil d'administration du CAFRAD. C'est le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. Les ministres africains de la fonction publique veulent redynamiser le secteur dans leurs différents pays. Mamadou Kouassi est notre envoyé spécial au Maroc. Ils étaient quasiment tous présents à cette 55e session du conseil d'administration du CAFRAD, le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. Les ministres africains en charge de la fonction publique veulent donner un nouveau souffle à cet instrument en charge de redynamiser la gouvernance publique. Ces ministres sont unanimes que l'administration publique constitue un pilier essentiel dans le développement des pays africains. C'est pourquoi ils mettent un accent particulier sur l'innovation, la modernisation et la réinvention du secteur public et de la gouvernance. Nous avons mis en place ce que nous appelons la gouvernance publique responsable comme une alternative au concept de bonne gouvernance. Et cette gouvernance ne peut pas être universellement interchangeable d'un pays à l'autre, mais elle devrait s'adapter à chaque contexte, à chaque culture, à chaque environnement. La promotion de la bonne gouvernance, de l'éthique et du professionnalisme dans le secteur public constitue une priorité pour le CAFRAD qui entend également mettre un accent particulier sur l'amélioration de la productivité dans le secteur public. Cette 55e session du conseil d'administration du CAFRAD a permis également d'aborder la question de formation, l'une des missions essentielles du CAFRAD. Et à ce titre, il est prévu pour cette année 2017 une conférence panafricaine des présidents des cours constitutionnels et une formation des secrétaires généraux du gouvernement sur la poursuite des objectifs du développement durable. Plus loin, à Rome, en Italie, la Commission de l'Union africaine organise une rencontre sur les stratégies continentales et le programme d'éradication de la peste des petits ruminants. La réunion se tient dans le cadre de la 40e session de la conférence de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Christian Mandé, Victorine Yaoyoboui. Les ministres africains en charge de l'élevage, les représentants du Bureau interafricain des ressources animales et ceux de l'Union européenne au siège de la FAO pour analyser le problème de la peste de petits ruminants qui mine le secteur de l'élevage. Cette rencontre à l'initiative de la Commission de l'Union africaine a présenté les conséquences néfastes de cette peste sur le monde rural. L'impact économique des foyers de peste des petits ruminants est estimé à 147 millions de dollars US par an. Cette pathologie porte gravement atteinte aux revenus des éleveurs et menace particulièrement les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des paysans ruraux les plus vulnérables, notamment les femmes. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, ces assises sont une opportunité pour mutualiser les efforts en vue de l'éradication de ce fléau. Kobena Kwasi Adjoumani a par ailleurs proposé des mécanismes de financement adéquats pour le développement d'un élevage sain et productif de petits ruminants, ce qui, à terme, va concourir à créer des emplois sur le continent. Au cours de cette rencontre, un bilan de la coopération Union africaine-Union européenne en matière d'élevage sera fait afin de le présenter au sommet de l'Union européenne-Union africaine en novembre prochain à Abidjan.
Ici en Côte d'Ivoire, l'Association des cliniques privées et le Réseau international pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité sont aussi en réunion. C'est le 3e symposium technique régional sur le partenariat public-privé et la sécurité des patients en Afrique. Ils vont faire des propositions pour améliorer la qualité des soins. Les systèmes de santé de la région africaine sont caractérisés par une faible accessibilité aux soins et des plateaux techniques sont souvent obsolètes. Un constat lié à un faible financement global du secteur qui varie entre 4 et 5% selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pourtant, l'OMS a recommandé aux chefs d'État africains au sommet d'Abuja d'octroyer 15% du budget national au secteur de la santé pour mobiliser des fonds et assurer l'amélioration de la qualité des soins et la sécurité des patients. Le 3e symposium technique régional sur le partenariat public-privé s'impose. Le partenariat public-privé est la meilleure solution pour que nos États puissent atteindre l'objectif de fournir des soins de santé de qualité. Il y a de nombreuses organisations qui ont des fonds qui sont prêts à mettre à la disposition des systèmes de santé en Afrique. Nous devons toujours réfléchir ensemble pour voir comment rendre cela plus efficient. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, entend faire de ce partenariat un axe du développement du système de santé. Ce symposium vient donc pour nous, en tout cas au gouvernement, à point nommé pour approfondir l'ensemble des questions relatives à une meilleure organisation du partenariat public-privé dans le domaine de la santé, plus particulièrement en vue de faire de la Côte d'Ivoire un hub médical. Une plateforme d'harmonisation des stratégies nationales dans le domaine de la santé afin de faire de l'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire, un pôle touristique médical. Voilà un reportage réalisé pour vous par Davis Oyo et Isacho Nayeo. Toujours sur le continent, au Gabon, les ministres africains de l'environnement se sont aussi retrouvés. Ils veulent apporter des solutions pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Grace Kando nous en dit plus. La 16e session de la conférence des ministres africains de l'environnement, tenue à Libreville au Gabon, a été l'occasion de passer en revue les problèmes environnementaux et de développement durable auxquels l'Afrique est confrontée. Cette rencontre à laquelle la Côte d'Ivoire a pris part s'est tenue dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030 qui porte notamment sur la protection et la préservation de l'environnement. Au terme des échanges, plusieurs décisions ont été prises. Elles prennent en compte les défis environnementaux que l'Afrique doit relever en utilisant de manière efficiente son capital écologique afin d'assurer aux générations futures un mieux-être. Au cours de cette 16e session de la conférence des ministres africains de l'environnement, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable de la Côte d'Ivoire a mis son séjour à profit. Anna Désiré Ouloto a eu plusieurs rencontres bilatérales avec des experts de l'environnement. À la clé, une signature de convention cadre de coopération 2017-2020 entre la Côte d'Ivoire et l'ONU Environnement. Une question dans ce 20h, qu'en est-il de l'application de la mesure prise par le gouvernement depuis 2013 pour interdire l'utilisation et la production des sachets plastiques en Côte d'Ivoire? Si vous voulez, quelle est la réalité sur le terrain? Et vous allez le voir dans ce reportage, des usines reconverties fabriquent maintenant des sacs biodégradables. On retrouve notre reporter Grace Kando. Yopougon, zone industrielle, c'est sous une pluie battante que les agents du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable ont effectué une visite inopinée dans cette usine de fabrication de sachets plastiques reconvertis dans la production d'ustensiles, de kits alimentaires et de sacs biodégradables. Les responsables de Multipack se mettent ainsi en règle suite au décret de 2013 interdisant les sachets plastiques polluants en Côte d'Ivoire. Le ministère a pu constater que nous sommes dans cette optique de développement durable et de reconversion du sachet plastique, et aussi nous sommes dans l'optique du recyclage parce que nous avons des unités pour le recyclage et donc nous participons à cela aussi.
qui va permettre aussi de rendre la ville d'Abidjan très propre aussi avec ce genre de matériel que nous avons investi. Même constat dans cette autre usine, toujours dans la commune de Yopougon, spécialisée dans la fabrication des emballages agroalimentaires, des sacs à poubelles et des matériaux de construction. Notre reconversion aujourd'hui totale, elle se trouve dans cette structure. Alors on produit tout ce qui est tube en PVC, tous les matériaux de construction. Rien ne se perd dans le domaine de la plasturgie. Même les déchets plastiques sont transformés à des fins utiles. On recycle que tout ce qui nous vient de l'extérieur, ils sont ramassés et lavés et mettés en machine. Ça nous permet de faire les bâches noires. Il n'y a rien qui est jeté ici, tout est transformé 100%. Nous avons souhaité mettre en avant et porter des témoignages au niveau des opérateurs économiques qui se sont impliqués, qui accompagnent la démarche du gouvernement de Côte d'Ivoire dans l'éradication des sachets plastiques, mais surtout, on espère que d'autres opérateurs emboîteront le pas. Il faut qu'on amplifie toutes ces reconversions. La lutte contre les sachets plastiques polluants en Côte d'Ivoire est en train de porter ses fruits, selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Plusieurs usines, à l'image de ces deux, ont compris l'utilité et la nécessité de se conformer à la volonté du gouvernement qui consiste à protéger l'environnement et à préserver la santé des populations. Et voilà des exemples qui devraient inspirer les autres opérateurs. Les fortes pluies qui s'abattent sur le pays et l'immense trafic de camions ont fini par avoir raison du pont de Tipa-Diba à 15 km de Gagnoa. Une situation qui cause des désagréments aux automobilistes et aux transporteurs. Le témoignage de Teresa Peyoboué. Le pont de Tipa-Diba, localité située à 15 km de Gagnoa. Suite aux fortes pluies ces derniers temps, ce mercredi, ce pont a cédé. La rupture de l'ouvrage a créé un embouteillage sur cette route nationale. Un technicien des travaux publics, bloqué également à cet endroit, donne des explications. L'ouvrage est vraiment endommagé. Cela est engendré par des pluies diluviennes que nous constatons dans le pays. La couche impériale s'est enlevée, donc il y a eu infiltration au niveau de la chaussée. Nous sommes au niveau d'un dallo où le dallo est vraiment dégradé. Les transporteurs ont improvisé un passage afin de permettre aux voyageurs d'atteindre leur destination finale. Quand on prend des passagers à Gagnoa, arriver ici, on va faire descendre à travers sur le pont, on va donner de l'autre côté du pont. Bon, c'est dit là-bas aussi, quand ils viennent avec les passagers de Gagnoa, et aussi traversent et ils nous envoient vers ici. On prend la voie. Sur place, la sécurité est de mise afin que les automobilistes ne prennent le risque de traverser cette voie présentant des dangers. Quand les voyageurs sont contraints de passer à pied avec bagages. Le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement vient de publier un rapport sur le projet Interaction entre politique publique, migration et développement en Côte d'Ivoire. Selon l'OCDE, la Côte d'Ivoire gagnerait à intégrer la migration dans les stratégies de développement national et sectoriel. On en sait plus avec Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire gagnerait à intégrer la migration dans les stratégies de développement national et sectoriel. C'est l'une des recommandations du nouveau rapport Pays sur le projet Interaction entre politique publique, migration et développement en Côte d'Ivoire. Ce même rapport souligne comment les politiques publiques menées dans différents secteurs renforcent ou affaiblissent l'impact des migrations en termes de développement. Ces résultats, qui font l'objet d'un atelier, sont l'aboutissement de 4 années d'études menées auprès de 2345 ménages et 110 autorités locales. Les recherches ont été conduites par le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Lorsque nous mettons en place nos politiques agricoles, est-ce que nous regardons la dimension migration en termes de politique qui peut permettre de stabiliser nos populations ou bien qui peut les pousser à des déplacements ou à différentes formes de mobilité. Par exemple, on a trouvé que dans les ménages ou chez les individus qui ont bénéficié de formation professionnelle, il y a une proportion de gens qui sont plus aptes à émigrer
que de ne pas immigrer. En Côte d'Ivoire, les immigrés représentent environ 10% de la population et les émigrés 4%. Leur transfert de fonds s'élevait à 1% du PIB en 2015, soit le taux le plus bas parmi les 10 pays partenaires du projet. Pour l'Union européenne qui a cofinancé le projet, les conclusions du rapport final peuvent être traduites en actions concrètes pour favoriser la prise en compte de la question migratoire. Nous sommes à J-15 des 8e Jeux de la francophonie et la mobilisation se poursuit. Le ministre chargé de ces Jeux a mis les artistes de Côte d'Ivoire en mission pour la promotion et ces derniers ont promis de jouer leur partition pour le succès de ce grand rendez-vous du monde francophone au plan sportif et culturel. Et pour la deuxième et dernière journée de la rencontre annuelle de l'Union africaine de radiodiffusion, l'accent a été mis sur les questions de formation et de technologie, le développement de la TNT et le basculement vers le numérique, la nécessité de la formation, autant de questions qui ont été évoquées. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Franck Quadio. Enfin, au Venezuela, des affrontements ont éclaté hier dans les locaux de l'Assemblée nationale où des pro-Maduro se sont introduits. Des députés de l'opposition ont été blessés au visage. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure et bien sûr sur la même chaîne.